Et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du grand angle de votre édition. Et si la grippe espagnole était française? Il y a tout juste 100 ans, à la fin de la Première Guerre mondiale, la pandémie faisait au moins 50 millions de morts à travers le monde. Cet épisode méconnu du XXe siècle a fait plus de morts que les deux guerres mondiales réunies. Laura Spinet a recherché le patient zéro. Elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, scientifique, romancière aussi. Vous collaborez récemment notamment aux journaux Nature, The Economist ou encore The Guardian. Alors peut-être un tableau général sur ce qu'a été cette pandémie à travers le monde. Où a-t-elle frappé? Quand? Combien de temps? Donc, les premiers cas ont été constatés au Kansas, aux États-Unis, en mars 1918. Ouais. Et puis, la pandémie a fait le tour du planète en 2 ans à peu près. Et il a passé en 3 vagues. C'est-à-dire qu'il y avait une première vague au printemps de cette année qui était pas très différent de la grippe saisonnière, pas très grave. Et puis, la maladie est revenue en août, septembre, et elle était beaucoup plus létale à ce moment-là. Donc, la deuxième vague qui a duré jusqu'au novembre, décembre, qui était vraiment très létale. Et puis, une troisième vague, qui a frappé dans la première partie de 1919 et qui était intermédiaire en sévérité entre les deux autres. Et le livre que vous avez écrit, on va le voir à l'image, il a pour titre « La grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde ». C'est aux éditions Albin Michel. On va voir exactement ce que vous expliquez dans ce livre. Vous avez recherché le cas zéro, mais d'abord, on va voir comment notre partenaire France 3 s'est intéressé à ce sujet. C'est le centenaire de la grippe espagnole. Regardez. En 1918, au bout de 4 ans de conflit, les armées de chaque côté constatent des pertes d'un genre nouveau dans les rangs. En quelques jours, les soldats passent de vie à trépas, mais pas question d'évoquer le problème dans la presse, pas question d'informer l'ennemi. Il y a une sorte de censure très importante qui fait que personne n'est au courant de cette épidémie finalement. Et pourtant, aussi bien dans les troupes allemandes que dans les troupes françaises, que les troupes américaines ou les troupes canadiennes, les soldats souffrent de la grippe. Mais le seul pays qui informe ses habitants de l'existence de cette grippe, c'est le gouvernement espagnol. Car à l'époque, l'Espagne, elle, n'est pas en guerre. Au départ, elle est la seule à rendre compte de l'épidémie. Mal lui en a pris. Le monde va alors considérer que ce nouveau virus vient de la péninsule ibérique. En fait, les premières descriptions de ce virus sont données par un médecin américain dans le comté de Haskell. Des dizaines de fermiers présentent des fortes fièvres, des courbatures début 1918. Le médecin s'étonne que de solides gaillards aux allures de cow-boy soient fauchés, nets. Rien à voir avec la grippe qui emporte d'habitude les personnes âgées ou les nourrissons. Cette fois-ci, la nouvelle grippe terrasse les 20-40 ans. Ça se manifestait essentiellement par une détresse respiratoire, parce que les poumons, on le sait aujourd'hui, étaient probablement infiltrés par des cellules inflammatoires qui rendaient la respiration extrêmement difficile. En 5 mois, la grippe espagnole se propage sur l'ensemble de la planète. Un tiers de l'humanité va être contaminé entre mai 1918 et avril 1919. On se rue sur le rhum, l'aspirine ou des sirops miracles. Rien n'y fait. Les masques font leur apparition. On évite de toucher ses amis pour les saluer. En France, au pire de l'épidémie, en octobre 1918, la vie s'arrête. Les écoles, les lycées sont fermés pour éviter en fait le risque de contamination. On évite aussi certaines cérémonies religieuses, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'on allait faire pour chaque enterrement, on décide que dans chaque église, il n'y aura qu'une cérémonie par jour. Après l'armistice, le retour au bercail des troupes donne lieu à des défilés surréalistes, comme celui-ci dans les rues de San Francisco, où soldats et civils portent des masques. La grippe espagnole a fait entre 40 et 50 millions de morts, soit 5 fois le nombre de tués sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Laura Spinet, pourquoi une telle incertitude sur les chiffres que l'on vient d'entendre? Ça va de 25 millions à 100 millions, voire plus. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un gros problème de diagnostic à l'époque. Parce que tous les médecins du monde croyaient qu'il avait affaire avec une maladie bactérienne. Ouais. Tandis que, comme on sait très bien, la grippe, c'est une maladie virale. Mais virus, c'était un nouveau concept
à l'époque. Donc, ils n'avaient pas de test diagnostique et donc, cette maladie a attiré toutes sortes de noms très différents et donc, c'est un problème maintenant pour les historiens de tracer cette maladie. Le monde entier a été touché, sauf peut-être une exception, l'Australie. Pourquoi? L'Australie a mis en place une quarantaine maritime très efficace dans la deuxième moitié de 1918. Donc, ils se sont protégés de cette vague létale, deuxième vague létale, mais ils l'ont levée trop tôt. Oui. Donc, ils ont laissé entrer la troisième vague et 12 000 Australiens ont perdu leur vie à ce moment-là. Avec cette grippe espagnole. Alors, quand on lit votre livre, Laura Spinet, on comprend que l'unique certitude à propos de la grippe espagnole est qu'elle ne venait pas d'Espagne. Qu'est-ce qui a permis d'incriminer l'Espagne? Parce que l'Espagne était neutre dans la guerre, donc elle n'a pas censuré sa presse. Donc, quand les premiers cas ont surgi au printemps 18, ils l'ont reporté dans les journaux. Et d'ailleurs, la presse espagnole raconte que c'est de la souche H1N1. C'est une grippe de type H1N1 à l'époque. On ne savait pas à l'époque, mais maintenant on sait que c'était, oui. Alors, à l'époque déjà, il y a les théories du complot qui circulent dans la panique. Au Chili, on invoque la punition divine. En Russie, on accuse les bolcheviks. En France, où l'armée désigna sous le nom de code Maladie 11, on y vit un coup de la Suisse, qui accueillit un flux de prisonniers de guerre venus d'Allemagne. D'où était originaire, du coup, ce virus? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Non, on ne sait pas. On a trois théories. Parfois la Chine pour le virus père et les États-Unis pour sa mutation génétique. C'est-à-dire que on cherche, sachant un petit peu le comportement normal du virus de la grippe, on sait qu'il y a dû avoir une épidémie moins contagieuse quelque part dans le monde avant mars 1918. Donc on cherche cette épidémie moins importante et on cherche en Chine, aux États-Unis et en France dans un camp militaire britannique à Étaples, juste au sud de Boulogne-sur-Mer. Dans le nord. Dans le nord. Pouvait-elle venir de France, cette grippe espagnole? C'est possible. Mais pour le moment, on ne peut pas choisir entre ces trois théories. Oui. Alors, le patient zéro, vous l'avez cherché. Est-ce que vous avez réussi à le trouver? Et comment, si oui, êtes-vous remonté jusqu'à lui? Mais c'est-à-dire que quand on trouve le cas zéro, on connaît les origines de la pandémie. Donc non, on ne sait pas où se trouve ce cas zéro, mais donc, comme j'ai dit, ça pourrait être dans ces trois endroits. Ces trois endroits que vous avez cités. En quoi la grippe espagnole a-t-elle changé le monde? C'est aussi le propos de votre livre. On est à une période sombre de l'histoire. Oui. Donc, elle a changé, par exemple, la structure de la population humaine parce qu'elle a tué beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes âgées, mais aussi un groupe très important d'adultes entre les âges de 20 et de 40. Elle a créé beaucoup d'orphelins. Elle a changé la science en donnant un sérieux stimulus à la virologie, à l'épidémiologie, à la médecine socialisée et elle a forcé les médecins de se rendre compte que, en fait, les virus ne respectent pas les frontières. Donc, il leur faut une organisation internationale pour gérer les pandémies. Ouais, c'était beaucoup moins évident à l'époque. Alors, certains ont prétendu que le sort de la Seconde Guerre mondiale avait basculé à l'été 1918 à cause, justement, de l'hécatombe provoquée par la grippe dans les rangs allemands. Est-ce que vous diriez que cette pandémie a influencé le cours de l'histoire et l'issue de cette guerre? C'est un sujet très controversé, mais on peut argumenter que en influençant le processus de la paix au printemps 1919, ça a affecté le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, par exemple, c'était le président américain Woodrow Wilson qui est tombé malade et qui avait une faiblesse neurologique. Donc, on pense que la grippe a, chez lui, causé peut-être les petits AVC, qui a changé sa personnalité, qui la rend moins capable dans les négociations pour une paix de tenir les négociations pour une paix modérée. Alors justement, puisque vous citez un célèbre chef d'État, un chef d'État américain, on va continuer sur les célébrités. Beaucoup sont mortes de cette épidémie. Prenons Guillaume Apollinaire. Oui, il est mort ayant survécu à la guerre et à la trépanation pour enlever les fragments des obus de sa tête. Il a subi à la grippe espagnole en automne 1918. Edmond Rostand, on va en parler tout à l'heure avec Patrick Simonin, puisqu'il sera question d'Edmond Rostand.
Aussi Egon Schiele, le peintre autrichien qui est mort à l'âge de 28 ans, qui était l'âge le plus vulnérable dans ce groupe d'adultes entre 20 et 40 ans. Et quand vous dites qu'elle a sans doute joué un rôle important dans l'histoire, c'est valable peut-être aussi au niveau des neurosciences. Prenons Freud, 1920. Sa fille chérie, Sophie, décède de la grippe et c'est là qu'il forge le concept de pulsion de mort. Oui, il était en deuil, évidemment. Il adorait sa fille. Elle était enceinte et c'est important de dire que les femmes enceintes étaient très, très, très vulnérables. Et donc, oui, il a pensé ses pensées devenaient noires à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a amené, Laura Spina, à vous intéresser précisément à ce sujet de la grippe espagnole 100 ans après? Parce qu'en tant que journaliste scientifique, dès 2014, j'écris beaucoup sur la science de la Grande Guerre, l'archéologie des champs de bataille et les sujets comme ça. Et je me suis posé la question à un certain moment, mais pourquoi on ne parle pas du centenaire de la grippe espagnole? Parce que je pense que ça a tué beaucoup plus de monde. Donc j'ai googlé ma question, et oui, j'ai découvert que ça a tué 5 millions de personnes. Donc ça reste un tabou selon vous? C'est pas un tabou, mais je pense que les connaissances sur ce sujet ont évolué beaucoup plus lentement que les connaissances sur la Première Guerre mondiale. Donc c'est une histoire qui a été occultée par cette autre catastrophe. Vous qui êtes scientifique, la question peut paraître banale, mais est-ce que ce virus peut ressurgir ou est-ce que c'est terminé? Le virus de la grippe pourrait facilement... le même? Non, pas le même. Mais si le même, mais le même ne sera pas une menace aussi importante. C'est une souche qui sera neuve pour nous, les êtres humains, qui sera beaucoup plus dangereux. Il y a un débat en France sur les vaccins. Vous conseillez absolument, absolument. De continuer même à se faire si le vacciner. vaccin contre la grippe n'est pas parfaitement efficace. C'est la meilleure protection qu'on a dans la prochaine pandémie. Merci beaucoup, Laura Spinel. La grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde. C'est un livre passionnant aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.